Donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, donc, on accueille pour la 7e séance du séminaire Arincourt Hans Touvenel, responsable des arts visuels et plastiques à main d'œuvre. Et comme désormais devenu rituel, on fait une petite introduction autour de la séance. Donc ce soir, j'ai décidé de commencer d'introduire la séance par un cas relativement personnel, donc un cas d'une exposition dont j'ai été la commissaire avec mon collectif, Cartel des Kunst. Si j'ai choisi de faire une petite entorse à la règle, donc de partir d'un cas personnel, c'est parce que cette exposition s'est effectivement déroulée à main d'œuvre. Et non seulement elle avait pris main d'œuvre comme lieu pour son existence, mais aussi elle l'avait pris en quelque sorte comme thème. C'est-à-dire que assez rapidement, ces lieux s'étaient imposés à nous comme un terrain duquel on ne pouvait pas faire abstraction, donc comme un sujet de réflexion à part entière. Et ça, c'est lié aussi à une histoire partiellement anecdotique. Donc le fait que ces lieux nous avaient été proposés dans le cadre du master professionnel d'art contemporain et son exposition de Paris 4. Et donc c'était une donnée qui nous avait été proposée depuis le début. Donc on avait essayé de creuser dans notre entourage pour voir quelles étaient les réactions. Et on avait eu des réactions relativement mitigées de la part du petit monde de l'art. Certains nous avaient dit que c'était un lieu excentré, un lieu qui s'est trouvé en banlieue. D'autres avaient mis en avant le fait qu'il n'y avait que de la musique qui était faite et donc ce n'était pas un lieu pour les arts plastiques. Donc on avait décidé de, en quelque sorte, démonter ces mythes en faisant un repérage sur place. Et assez rapidement, on s'était rendu compte que la plupart des retours qui nous avaient été faits étaient le fruit d'un énorme préjugé. D'une part, main d'œuvre n'était pas un lieu excentré, c'était un lieu à 5 minutes à pied du périphérique et dans les quartiers très touristiques des Saint-Ouen. D'autre part, ce n'était pas qu'un lieu où on faisait de la musique, mais c'était aussi un espace où on présentait des performances, où on organisait des fêtes, où on organisait des conférences, et où notamment on développait aussi une programmation d'art plastique et visuel très exigeante du point de vue de l'offre culturelle et aussi de la qualité des propositions qui étaient présentées. En revanche, assez rapidement, on s'était aussi rendu compte qu'effectivement, main d'œuvre n'était pas un centre d'art comme tous les autres. D'une part, parce que ça ne se voulait pas simplement une vitrine d'exposition, mais aussi un lieu de production, un lieu de vie, par ses studios de son et ses nombreux lieux de création vivante. D'autre part, c'était un lieu qui s'est détaché de manière très sensible du modèle du White Cube, de la galerie d'art contemporain blanchissante et silencieuse qui a été théorisée par Brian O'Doherty. C'était notamment un lieu qui était très fréquenté, ce qui n'est pas forcément le cas de beaucoup de centres d'art contemporain qu'on voit à Paris. Et c'était un lieu fréquenté par un public extrêmement varié et diversifié, où il se rencontrait de manière très naturelle des amateurs qui venaient pour produire et pour conduire des recherches personnelles, un public beaucoup plus spécialiste et professionnel d'artistes et des passionnés d'art plastique, et après tout un public de proximité qui est effectivement constitué par les gens qui habitent le quartier. Donc assez rapidement, ces lieux s'étaient donc imposés à nous comme un véritable espace de réflexion, comme un objet duquel on devait s'emparer et qu'on devait investiguer. Donc on s'était penché rapidement sur l'histoire du centre d'art, on était bêtement partis sur les sites pour voir quel était le passé des main d'œuvre. Et donc assez vite, on s'était rendu compte que c'était donc, comme son aspect le dénonce, une friche, anciennement une friche industrielle, un centre sportif et social des usines Valeo, un atelier de fabrication de garnitures d'effrein et d'embrayage qui avait été fondé en 1923 par Eugène Buisson, déjà distributeur en France des garnitures d'effrein Ferrodo. Donc c'était un lieu qui avait eu une vie précédente avant d'être un centre d'art. Les réaménagements de ces lieux, désormais en état de friche, rentraient dans une mouvance plus ample de réhabilitation des friches industrielles à destination artistique et culturelle qui avait démarré aux années 1970 par la volonté surtout des artistes qui avaient commencé à occuper ces lieux ou en tout cas à les investir pour en faire des lieux de production et des lieux de création. Au sein de cette grande catégorie des espaces réaménagés à destination artistique, on compte de nombreux lieux dans la France entière, notamment les Conforts modernes, qui se situe à Poitiers, et qui a été fondé en 1985 dans un dépôt de matériel électroménager, les Conforts 2000, ou encore les lieux uniques des Nantes, qui a élu son siège dans les ex-usines Lou, et qui a été inauguré le 1er janvier 2000 comme usine à produire de l'imaginaire, ou encore la friche de la Belle de Mai, qui est un lieu très connu de Marseille, installé dans la manufacture des tabacs de la Belle de Mai, qui avait été fondée en 1860 et récupérée à la création aux années 1990, ou encore la ferme des Buissons, qui est la scène artistique de Marne-la-Vallée,
et qui actuellement est menacé de fermer à cause des coupes budgétaires qui intéressent la culture désormais depuis quelques années, ou encore les points éphémères de Paris, qui est un lieu hybride, qui a une destination à la fois des bars, mais aussi des lieux d'exposition, et qui par ailleurs est aussi promotrice d'une série de résidences qui ont eu lieu à Belleville. Vous avez ici présente une artiste qui a eu lieu d'expérimenter ces lieux, qui a été ouvert le 13 octobre 2004, et dont les réaménagements avaient été menés par l'équipe des usines éphémères, qui ont aussi été, disons en quelque sorte, à l'origine du réaménagement de main-d'œuvre. Ou encore, on pourrait citer la Générale de Sèvres, qui est un lieu qui a existé de 2005 à 2016 et qui a récemment été délogé, et qui gardait un petit peu cet esprit d'occupation artistique, parce qu'il était entièrement géré par des artistes, et en quelque sorte, il n'avait jamais véritablement serré un accord pour l'occupation de ces lieux, d'où aussi son déménagement plutôt abrupt récemment. Ce sont tous des lieux là qui sont caractérisés par donc, une origine spatiale analogue, et en même temps aussi par des points communs du point de vue de leur programmation. Ce sont tous des lieux qui préconisent notamment une déconstruction des hiérarchies entre les différentes pratiques artistiques. On y retrouve aussi bien des arts performatifs que de la musique, que des conférences. En tout cas, c'est des lieux de production créative. Et à la fois, c'est aussi des lieux qui déconstruisent, ou en tout cas essaient de remettre en discussion les logiques de production et de résorption de l'art du point de vue institutionnel. À l'époque, donc aux années 1970 et 80, lorsque les artistes avaient commencé à investir ces lieux, les raisons qui les avaient mus étaient des raisons de type extrêmement pratique et des raisons aussi extrêmement actuelles, qui se situaient effectivement au carrefour entre des besoins de vie et des revendications, ou en tout cas des revendications des types esthético-politiques. Donc d'une part, les besoins d'espace, qui continuent d'être une problématique très présente pour les artistes émergents aujourd'hui. D'autre part, cette volonté aussi de développer une création qui, en quelque sorte, se situe à la marge ou qui essaye de trouver des nouveaux canaux non institutionnels pour pouvoir se développer et ensuite aussi pour pouvoir se montrer au public. Donc, il s'agit à la fois, d'une part, de pouvoir produire et d'autre part, d'exister du point de vue d'une visibilité. Les travaux des main-d'œuvre, donc, commencent en 1999 par volonté de Christophe Pasquet, qui avait déjà été protagoniste d'une aventure qui est celle de l'hôpital éphémère, à savoir un squat artistique et culturel qui était actif dans l'hôpital Bretonneau, donc dans le 18e arrondissement de Paris, entre 1990 et 1995, et qui avait hébergé des artistes du calibre, entre autres, de Daniel Spoeri et de Claude Kloski, qui avaient eu l'occasion de travailler dans ces espaces. Lorsque le lieu ouvre au public après 2 ans de travaux, il se veut donc l'expression d'une volonté précise qui s'inscrit dans les sillages de l'héritage industriel du lieu. Il ne sera donc depuis le départ pas un simple centre d'art, mais un lieu pour l'imagination artistique et citoyenne, donc un lieu vivant de production, de création artistique. Ceci à partir par son modèle économique, qui depuis le début voit main-d'œuvre subventionnée seulement en partie par l'État, et en quelque sorte un lieu qui donc se repose de manière assez importante sur des recettes propres. Or, pour un centre d'art, des recettes propres signifie de manière très simple le fait d'avoir un public. Une préoccupation qui n'est pas véritablement la préoccupation majeure de beaucoup de centres d'art qui sont lourdement soutenus par l'État de nos jours. Avoir un public signifie donc aussi pouvoir solliciter des publics très différents, d'où aussi la programmation du lieu, qui arrive sans cesse à garder un équilibre et à offrir en quelque sorte des espaces d'expression à la fois pour des artistes amateurs et pour des artistes professionnels ayant des exigences d'expression beaucoup plus professionnelles, je dirais. Donc, assez rapidement, l'exposition qu'on voulait monter avait décidé d'interroger ces doubles héritages, à la fois l'héritage d'un espace et l'héritage d'une histoire et d'une volonté précise de programmation. À partir donc de son titre, les temps étrangers étant dans le vocabulaire industriel tous ces temps ces temps morts qu'on ne peut pas mesurer ou qui en quelque sorte font résistance par rapport à une logique productive et productiviste au sein de la chaîne des productions industrielles. À partir de cette idée d'un temps qui en quelque sorte ferait résistance au fait de pouvoir être mesuré, ou en tout cas au fait de pouvoir être comptabilisé du point de vue économique, on avait décidé de poser cette même question aux artistes. Donc on leur avait demandé, l'artiste est-il un travailleur comme un autre? Peut-on mesurer son temps de travail? Cette question, donc, nous l'avons posée aux artistes en essayant de faire en sorte qu'ils répondent par des nouvelles productions d'œuvres. De ce point de vue-là, on voulait d'une part solliciter l'histoire des main-d'œuvre grâce à son titre, mais aussi
remettre en jeu cette logique des productions qui faisait que les artistes produisaient leurs œuvres dans les mêmes lieux où ils allaient par la suite présenter les fruits de leur travail. Si elle était donc un hommage à cet héritage industriel, elle était aussi, en quelque sorte, cette exposition, un nouveau chapitre d'une interrogation plus ample sur la marge et l'art à la marge des logiques de résorption institutionnelle de l'art, car en effet la question de la mesure du temps de travail des artistes est aussi la question de la valeur symbolique et commerciale de leur travail. En quelque sorte, le fait d'interroger une symétrie et une asymétrie, une correspondance ou une manque de correspondance entre l'effort qu'ils ont déployé pour produire une pièce et la valeur marchande qui est reconnue à leur travail. Or, depuis le début, on savait que cette question était une question relativement paradoxale, une question à laquelle on ne pouvait pas véritablement répondre. Donc le fait de poser une question paradoxale de la sorte, c'est voulait en soi un geste politique, mais pas un geste polémique. Donc ça se voulait un geste qui, en quelque sorte, interrogeait un seuil sensible de la question artistique, à quel point l'effort qui est fait pour produire une œuvre est reconnu ensuite par les marchés, mais une question à laquelle on donnait des réponses du point de vue de la création, donc grâce à des nouvelles pièces qui détournaient en quelque sorte cette question de la valeur marchande aussi et du temps de travail déployé. On avait notamment des pièces comme celle de Matteo Atruia qui avait juste décidé de compter tous ses jours de vie depuis qu'il était né, à partir de présupposer qu'on ne pouvait pas faire la part des choses entre des journées qui avaient été productives et des journées qui n'avaient pas été au sein de sa recherche. Ou encore des œuvres comme celle de John Cornu qui récupérait des billots de boucher qui avaient été donc fait l'objet déjà d'une usure par le travail de quelqu'un d'autre, auquel l'artiste se greffait en quelque sorte avec un geste très léger, juste de peinture. Donc on voyait en quelque sorte une collision entre le temps de travail de l'artiste très rapide et un objet qui était le fruit d'un travail beaucoup plus long et beaucoup plus classique. Il me semble que nous avons là une clé de lecture assez intéressante de l'opération qui est conduite tous les jours par main d'œuvre, qui en quelque sorte fait de son autonomie économique un moteur pour pouvoir créer et pour pouvoir construire une programmation, et aussi en quelque sorte de son exigence et de son besoin d'interpeller un public large et varié, une raison pour élever la programmation culturelle et pas pour la baisser ou en quelque sorte pour la rendre, pour la simplifier en quelque sorte. Donc pour la 7e séance d'art en cours, nous accueillons aujourd'hui Anne Stouvenel, qui, comme je l'ai dit, est donc responsable des arts plastiques à main d'œuvre, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi une opératrice du secteur de la culture qui a des multiples casquettes, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Elle est à la fois historienne de l'art, commissaire d'exposition indépendante, membre de l'association CEA, qu'elle a aussi gérée pendant un petit bout de temps, et est rattachée à des institutions dont main d'œuvre. Elle est également coordinatrice des résidences d'artistes, notamment la résidence organisée par Finistère au sémaphore des Créac, c'est ça, sur l'île de Ouessant, au large de Brest, et cofondatrice avec Mathilde Guyon d'Art en résidence, qui est la Fédération nationale des résidences d'artistes de France. Elle nous parlera donc notamment des logiques des fonctionnements des main-d'œuvre, de sa programmation. Elle nous parlera aussi de son parcours, donc de différentes manières qu'elle a de gérer des activités de manière dépendante et indépendante par rapport aux institutions. Et elle fera aussi un point sur l'importance de la résidence comme format de création, très important aujourd'hui, à l'aune aussi d'une conjoncture économique relativement complexe, pour soutenir la création émergente en dehors des logiques commerciales des galeries d'art. Donc là, je lui laisse la parole, je la remercie d'être là, et bien, je vous remercie d'être là aussi. Voilà. Merci. Je vous en prie. Et on va changer de PowerPoint. Donc, j'ai une heure. Une heure. D'accord. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, vous êtes juste avec le flash. D'accord. Bonsoir. Je pense que c'est intéressant aussi peut-être d'échanger par moment, donc n'hésitez pas à me couper et à me poser des questions. Je pense que c'est peut-être plus intéressant aussi de partager des expériences ou de revenir sur des interrogations que vous pouvez avoir ou sur des précisions que je pourrais apporter. En tout cas, n'hésitez pas. Donc, je vais essayer de partir sur un monologue, mais que je ne souhaite pas forcément. Donc, voilà, je vous invite à intervenir. Donc, je vais revenir sur effectivement mes différentes casquettes et puis revenir sur main d'œuvre et précisément la résidence d'artiste. Moi, à main d'œuvre, je suis... alors, c'est un lieu qui
pour préciser l'orientation de main-d'œuvre. C'est un lieu pluridisciplinaire, donc comme tu le disais, qui se déploie sur différentes disciplines et qui invite des artistes de différentes disciplines. Donc il y a les arts visuels, mais il y a aussi la danse, le théâtre, la musique, un pôle qu'on appelle plutôt art et société, qui va engendrer des interactions avec la ville, la cité, enfin les habitants. Il y a toute une partie aussi art numérique et un pôle de formation. Voilà, donc il y a plusieurs activités, plusieurs disciplines d'accueil à main d'œuvre. Et moi, je suis à la fois responsable des arts visuels, donc chargée de programmation, mais aussi accompagnatrice, donc c'est mon titre, accompagnatrice d'artistes en résidence. Donc le but, en très gros, c'est d'écouter leurs besoins et d'essayer de les aider, quoi, au maximum. Donc ça, je vais revenir un petit peu sur ces missions-là. Parallèlement à ce que je fais à main d'œuvre, donc je suis présidente de l'association Art en résidence Réseau National, qui est un réseau qu'on a créé donc avec Mathilde Guillon, qui travaille à la Friche Belle de Mai à Marseille. En 2009, moi j'étais sur un autre lieu de résidence en Bretagne et j'étais un peu perdue. Enfin, j'avais aucun outil juridique. C'est-à-dire que j'ai commencé à accueillir des artistes, super, c'est chouette. J'ai commencé à développer un budget, génial. On a commencé à faire des expos, voilà, produire des œuvres, produire des catalogues, inviter des critiques d'art, etc. Ça commence à prendre bien tournure. Sauf que je fais quoi de cet argent? Comment les gens déclarent ce qu'ils touchent? Est-ce que ce que je fais est légal ou pas? J'ai l'impression qu'auprès de l'URSSAF, c'est absolument pas légal. Comment je fais pour verser de l'argent? Parce que c'était en régie directe. Donc, ça veut dire que, en gros, je travaillais pour une ville, donc c'était directement le Trésor public qui versait aux artistes la somme. Donc, qu'est-ce que je fais avec le Trésor public? Comment dire au Trésor public que l'artiste travaille et que c'est un travail et qu'à un moment donné, il faudra les rémunérer? Ça a été un peu compliqué pour moi de me trouver face à tout ça sur un premier poste. Et donc, j'ai commencé à prendre ma voiture et à me dire, ok, je ne dois pas être la seule. Donc, je suis allée voir un peu en France ce qui se passe. Et je me suis rendu compte que tout le monde était un peu dans le même cas. Il y avait un gros catalogue d'édité qui a été édité en 91 par le ministère de la Culture et anciennement l'AFA, donc l'Institut français, et de 91, donc ça datait pas mal, et un journal, donc là on était en 2008, et un journal du CNAP, édité en 2003, mais qui disait pas grand-chose sur tout ce qui était juridique, voilà, la réglementation en cours. Donc j'ai pris ma voiture et je me suis dit, bon là il y a un truc, déjà le terme de résidence veut tout et rien dire. C'est-à-dire que ça peut être un atelier à louer, ça peut être un atelier d'art plastique pour les enfants dans une école, ça peut être un lieu qui donne un temps, un accompagnement et un budget, ça peut être une exposition où on va dire l'artiste vient dans le centre d'art, donc il est en résidence pour faire une expo, mais il est en résidence donc ça fait résidence quoi, hein, parce qu'il doit être dans le centre d'art pour monter son expo, donc il est là, du coup ça, voilà, donc mais qu'est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par résidence? Et donc on a décidé de s'associer. Donc c'est un réseau. On propose une définition du terme de résidence. Tout ce qui n'est pas, tout ce qui pourrait pas rentrer dans le réseau est aussi très bien. Il ne s'agit pas de juger quelconque fonctionnement. En tout cas, on s'est retrouvés à plusieurs, là une petite vingtaine. On arrive à une trentaine de lieux de résidence qui fonctionnent un petit peu de la même façon, c'est-à-dire qui donnons de l'argent aux résidents, qui les accueillons gratuitement et qui les accompagnons dans leur démarche au quotidien et dans leur travail. Donc on a déposé l'association, les statuts en 2010, on est rentré au CIPAC directement. Donc le CIPAC, c'est la fédération de tous les professionnels de l'art contemporain. Il y a une bonne vingtaine d'associations. Qui est donc regroupé au CIPAC et donc on est devenu adhérent du CIPAC et voilà, et donc on en commence à mener des actions communes, à penser à un contrat type, à se dire voilà comment on fonctionne. Donc ça commence à vraiment se structurer. Donc voilà un petit peu mes missions auprès d'art en résidence. Donc là il y a quelques membres qui sont déjà référencés sur le site internet. On a commencé à regrouper ces lieux de résidence, c'est-à-dire qu'on a pris 3 ans facilement
pour se déplacer en France, pour aller rencontrer les lieux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a en France? Qui fait quoi où? On s'est rendu compte que en fait la définition du terme de résidence était vraiment floue, et puis on l'a reconsidéré à chaque fois en fait. À chaque fois qu'on revoyait un autre lieu, qu'on rencontrait un autre fonctionnement, on se disait bah non, en fait notre définition ne marche pas du tout. Donc il a fallu reconsidérer les choses pendant 3 bonnes années. En 2014, on a commencé à référencer des résidences, et là 2016, donc ça fait 2 ans vraiment qu'on existe. Et donc on est une vingtaine. Ça marche par cooptation pour l'instant, mais aussi par candidature. Il y a des gens qui ont candidaté, voilà. Et par exemple, bon là on a mis quelques exemples. Il y a Artistes en résidence, qui est une résidence d'artistes à Clermont-Ferrand, qui est assez jeune, qui a, voilà, on le voit, 3 types de résidences différents. Ce qui est aussi intéressant peut-être à souligner là-dedans, c'est que souvent ces lieux de résidence sont des lieux relativement isolés. C'est-à-dire qu'il y a aussi un côté un peu difficile dans la gestion d'une résidence, pour avoir eu l'occasion d'y participer. Souvent, c'est des lieux qui créent des réseaux locaux et qui sont qui ont un peu l'impression d'être perdus au sein de ces réseaux qu'ils ont créés tout seuls, souvent avec les moyens de bord. Après là, on a des résidences de tailles très différentes. Mais l'idée d'être un réseau, ça veut dire aussi rentrer en quelque sorte dans un panorama national, alors qu'avant, ça se faisait beaucoup plus avec les moyens de bord, disons, et sur une échelle plus petite. C'est ça. Alors, par exemple, le CNAP a refait un guide en 2010 regroupant 196 résidences. Donc, on n'a pas forcément voilà, là, c'était la résidence dans un sens large. Le terme était pris dans vraiment un sens large. Là, il y a un deuxième guide qui va paraître cette année, qui a réactualisé un petit peu ce guide. On s'est rendu compte effectivement que les lieux de résidence sont plutôt dans des lieux en province, parfois même très isolés. Et puis, donc le but de faire un réseau, c'était déjà de se connaître, de savoir qu'est-ce qui se passe en France. C'est-à-dire que le réseau français est très particulier à l'échelle internationale, puisqu'en fait on a un ministère de la Culture qui fonctionne, je veux dire, qui délivre des subventions. Alors, les lieux de résidence sont des micro-lieux, souvent on est... je sais pas, moi j'étais à mi-temps sur mon premier lieu de résidence, et toute seule. Donc quelquefois on est quasi personne, il n'y a quasiment pas de poste. Quelquefois il y a, pour les résidences chanceuses, 2-3 postes. La résidence peut être, comme tu le dis aussi, donc fonctionne au sein de grosses institutions. Je pense au MACVA, je pense au Palais de Tokyo, voilà. Donc là, c'est encore autre chose, mais il y a beaucoup de lieux de résidence qui sont des tout petits lieux, qui sont effectivement un peu peut-être isolés. Et le but de ce réseau était de se connaître, de se rencontrer, de présenter aux artistes qui cherchent des lieux de résidence, de se dire voilà, là il se passe ça, là il se passe ça. Si tu as un projet, en fonction de ton projet et de tes besoins, eh bien, il y a différentes possibilités qui s'offrent aux plasticiens en France. Le but était aussi de se regrouper et d'être visible auprès des financeurs, auprès de nos prescripteurs, auprès de tous les gens avec qui on travaille, d'être plus lisible aussi, puisque donc voilà, c'est un peu le fourre-tout, la résidence. Donc le but était d'écrire plus lisiblement les projets de résidence et de les partager auprès d'un plus grand nombre. Un autre but est de se mutualiser, c'est-à-dire qu'en termes de communication, mais aussi en termes d'outils juridiques. Là, on vient de travailler avec, on n'est pas les seuls, mais on a fait notre petit contrat type de notre côté, et on a travaillé avec le CAP, la FRAP, qui sont des réseaux plutôt de plasticiens, le CIPAC, l'USOPAV et d'autres partenaires sociaux, et puis avocats, juristes, sur la création d'un contrat type. Donc ça, c'est des projets qu'on peut mener parce qu'on est ensemble un peu plus fort aussi. Le but de ce réseau est aussi de se mutualiser pour penser des événements communs. Donc là, par exemple, Artistes en résidence travaille avec le BBB à Toulouse, la Constellieu de Mulhouse et la Malterie à Lille. 4 lieux qui, cette année, créent une résidence de critique d'art, commissaire d'exposition, qui va pouvoir se déplacer dans les 4 villes et 4 résidences et rencontrer les artistes en résidence et les artistes qui sont là localement,
pour envisager un travail critique avec eux. Et donc voilà, ça c'est cette année, c'est une première édition. Donc voilà, ce réseau permet pas mal de choses. On travaille aussi à une boîte à outils sur des choses beaucoup plus d'ordre plutôt réglementaire, on va dire, d'ordre fiscal et social. C'est-à-dire on accueille des artistes étrangers. Comment on fait quand on est un lieu français basé en France? Comment on fait quand on accueille un artiste étranger? Est-ce que sur son salaire il y a une retenue à la source? Qu'est-ce qu'il fait avec son visa? Comment ça se passe au niveau de sa sécurité sociale, etc. Il y a en fait beaucoup de questionnements. Oui, parce que aussi les résidences, elles n'ont pas tous la même vocation. C'est-à-dire il y a des résidences où on n'a pas d'obligation de production, par exemple. Effectivement, il y a plusieurs modèles. L'artiste, il peut être sollicité pour produire quelque chose, juste pour être là et passer du temps, échanger, avoir une réflexion. Donc il y a aussi une différence saillante dans le fait qu'il y ait une trace ou pas de cette résidence. Tout à fait. Alors, Art en résidence, au niveau des critères de sélection des résidences fédérées, on s'est basé, donc on s'est dit, mais comment on fait pour... quels critères d'adhésion, quoi. Ça va être compliqué. Donc on s'est dit, bon, on va demander à ce que la résidence ait déjà fonctionné une fois. Donc ça veut dire qu'on va demander au lieu de résidence de présenter un budget qui reste confidentiel, mais présenter un budget sur l'année passée et l'année en cours. Présenter un contrat, en vigueur, qui est signé avec les artistes en général, dans la structure. On ne peut pas se permettre d'être aussi opaque, d'essayer de se structurer, en laissant des structures fonctionner de façon tout à fait illégale et de ne pas se responsabiliser en termes de réglementation fiscale, par exemple. Donc, on va demander un contrat type, pareil, qui reste confidentiel. On va demander aussi à ce qu'il y ait au niveau des obligations 30%, pas plus de 30%, sur le temps de résidence de l'artiste comme obligation pour la structure. C'est-à-dire que, là je vais vous parler d'un truc un peu chiant, c'est une circulaire du ministère du Travail sur les revenus auxiliaires, accessoires des artistes. Et en page 4, donc c'est une circulaire de 2011, en page 4, il y a un petit paragraphe de 4-5 lignes sur les résidences. Et donc ils disent que la résidence d'artiste, on paye en honoraire, en tout cas en droit d'auteur, droit d'auteur, un artiste, s'il est accueilli en résidence, si la résidence propose 70% du temps de présence de l'artiste, du temps de travail de l'artiste dans la résidence, pour son travail personnel. Donc, à Art en résidence, on s'est dit, ok, on prend ça comme base et on essaye d'évaluer les obligations qui du coup ne doivent pas dépasser 30% du temps de l'artiste. Faire une exposition, réaliser des éditions, organiser des ateliers pour les enfants, voilà, que ça ne représente pas plus de 30% à peu près. Donc ça c'est un des critères pour entrer à Art en résidence, et qu'il y ait aussi une personne qui soit là pour accompagner l'artiste en résidence. On a créé du coup une charte déontologique de la résidence d'artiste sur comment on accueille un artiste. Donc là, moi, j'ai pu aussi faire des formations auprès des lieux à la culture, auprès même du CNFPT, par exemple, où je reviens beaucoup sur ces questions éthiques, sur comment on travaille avec un artiste, qu'est-ce qu'on peut lui demander, qu'est-ce qu'on ne peut pas lui demander, quels sont ses besoins, enfin voilà, de le respecter au maximum. Et en même temps de trouver un moyen pour une collectivité, savoir, bah ouais, mais qu'est-ce que nous on y gagne, d'essayer de trouver une contrepartie, ouais. Et puis de valoriser, parce qu'en fait un travail dans une cité, dans une ville, c'est pas négligeable, et on le voit sur beaucoup d'exemples en fait. Et donc voilà, c'est aussi de dire qu'un artiste est là, mais ça privilégie un tourisme culturel, du lien social. Enfin, je passe sur ces détails-là, mais c'est important. Donc voilà, on essaye de privilégier un maximum de temps pour l'artiste pour produire, pour sa pratique personnelle.
Là, il y a des tonnes d'exemples. Voilà, donc Clermont-Ferrand. Alors Finistère, c'est un exemple relativement intéressant, je trouve, parce que c'est un lieu complètement paumé, je dirais, non? C'est un peu... Ah ben là, c'est le but. Non, parce que les résidences, elles ont quand même des natures très différentes. Enfin, la résidence du Palais de Tokyo, ça permet assez rapidement... C'est-à-dire, j'ai l'impression que pour un artiste, choisir d'aller dans une résidence ou dans une autre, c'est aussi un choix postural, une position précise qu'il prend par rapport à son parcours. Oui. Participer en résidence au Palais de Tokyo ou au Macaval n'étant pas la même chose d'aller travailler dans un phare à haut de la Bretagne. Donc déjà, souvent les résidences, elles interpellent l'artiste à réagir par rapport à un lieu. C'est le cas de l'île des Basse-Civières, où ils sont censés travailler sur les paysages, ou ici, où c'est par rapport à la mer, non? Ou en quelque sorte, contexte de l'île. Bon, disons qu'il y a beaucoup de mer autour, donc c'est un petit peu l'idée. Et donc, il y a des résidences qui sont plus mondaines et moins mondaines, des résidences qui permettent d'avoir un certain réseau ou un autre aussi. Donc, je pense que c'est aussi beaucoup de raisons différentes qui portent les artistes à candidater quelque part, plutôt qu'à privilégier un lieu par rapport à un autre. Alors la résidence d'artiste est devenue une sorte de passage un peu obligé pour l'artiste. Je pense que c'est absolument pas dans les faits obligatoire. Je pense qu'un artiste, en fonction de son travail et sa pratique, n'a pas forcément besoin d'aller en résidence quelque part. Certains artistes en ont besoin vraiment fortement. Effectivement, en fonction des lieux, on candidate pas. Là, par exemple, il y a sur artistes en résidence, j'ai l'impression qu'il y a quand même une vie un petit peu collective qui se forme. C'est ce qui était le cas là où je travaillais avant ici en Bretagne. La résidence d'artistes permet aussi de créer des rencontres, de créer des échanges. Là, par exemple, à Finistère-Haye, effectivement, c'est pas du tout le cas. Finistère-Haye, il y a 2 résidences dans l'année, donc c'est un petit peu, voilà, c'est un projet. C'est malheureusement assez sélectif, mais on a fait ce choix-là puisqu'en fait l'artiste part un mois seul dans ce sémaphore au pied du phare. Donc là il y a le sémaphore là, le petit voilà, et le phare à côté. Donc c'est le phare le plus puissant d'Europe et le plus à l'ouest. C'est sur l'île de Ouessant au large de Brest. Et donc là, bon, alors, on n'a pas l'atelier. Ça c'est l'atelier en fait. Donc c'est en plein sur la mer, c'est la salle de veille. Et donc l'artiste part avec 3 000 €, donc il y a 2 000 € d'honoraires, 1 000 € de production. Et effectivement, il se doit d'être plutôt intéressé par l'insularité, la mer, en tout cas l'expérimentation. Et le but c'est de partir, il n'y a aucune obligation. Si ce n'est d'être présent sur place, voilà. Mais le but est de partir loin, d'être sur un territoire, une résidence de repli, une résidence de prise de risque. Le but est d'expérimenter, de se perdre dans ses recherches et d'oublier le quotidien, d'oublier son loyer qui est pas... voilà, qu'on a zappé de payer, est-ce qu'on a bien, je sais pas, déclaré ça en argent à la maison des artistes et c'est comment je vais faire avec mon congé comptable. Là, le but, c'est vraiment de partir loin, d'oublier les dossiers de dépôt de candidature, etc., voilà, et de se consacrer à sa pratique et de rechercher, de réfléchir et d'expérimenter. Le but, c'est vraiment partir loin et d'être face à la mer et de réfléchir sur soi et son travail. Ce qui n'est pas le cas d'Astéride, par exemple. Ce qui n'est pas le cas. Alors voilà, Astéride, alors autre chose. Astéride, là c'est une résidence à Marseille, dans un lieu hyper effervescent, avec beaucoup d'associations culturelles dans les mêmes locaux, donc c'est-à-dire la Friche Belle de Mai. Qui a été rénové récemment et qui est un chouette lieu. Il y a 4 ateliers avec un accompagnement de la part de l'équipe d'Astéride, notamment je pense à Zone d'expérimentation qui est tous les ans ou 2 fois par an. Tous les ans, j'espère tous les ans. L'accueil d'un critique d'art, commissaire d'exposition, qui va travailler avec les résidents sur un regard critique porté sur leur travail et workshop entre guillemets, oui, temps en tout cas commun de production et d'échange qui va aboutir à l'édition d'un catalogue, d'une publication collective qui est une sorte de carte blanche comme ça donnée à ce critique d'art. Voilà, et des échanges non seulement avec Bâle mais aussi avec Montréal et la Fonderie Darling,
donc où ils envoient un commissaire d'exposition et ils accueillent un résident en contrepartie. Donc ça, c'est quelque chose de récurrent en termes de... Enfin, dans le cadre des résidences d'artistes, c'est-à-dire que c'est des lieux qui ont ça de particulier, c'est-à-dire qui engagent des partenariats pérennisés avec des lieux à l'étranger. Ça, c'est vraiment spécifique à la résidence et assez récurrent. Donc là, par exemple, c'est le cas. Et concrètement, ça permet aux artistes de sortir un peu de la France, disons. C'est ça. Parce qu'il faut, je pense que ça vaut la peine de ponctualiser le fait que les premiers pas des artistes en sortant des Beaux-Arts sont assez horribles, j'ai l'impression. C'est-à-dire c'est un quotidien fait des dépôts de dossiers, des démarchages continuels d'occasion. Et là, effectivement, la résidence a un peu ce caractère de pause, non, et à la fois de quelqu'un qui s'occupe de trouver des lieux d'exposition. Donc c'est un vrai accompagnement qui est très important par rapport à la tournure qu'a pris aujourd'hui les logiques d'insertion dans les marchés de l'art, qui sont lourdement basées effectivement sur cette idée de déposer des dossiers, d'essayer d'avoir des occasions d'exposition toute seule ou accompagnée par quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a des gens qui n'ont absolument pas besoin de bouger. Et j'en connais pas mal. Enfin, c'est pas systématique, mais il y en a aussi qui ont vraiment besoin de sortir de chez eux. Et moi, je suis très favorable à l'échange. Et du coup, tous les ans, j'organise des partenariats avec l'étranger. Donc, j'ai pu envoyer des gens en Transylvanie, à Belgrade, grâce à un projet européen, grâce à la Criée à Rennes, avec qui on avait fait un partenariat avec Main d'œuvre. Quand je suis arrivée à Main d'œuvre, mais j'ai aussi envoyé là des gens à Shanghai. Là, on en envoie bientôt à Montréal aussi, mais pas à la Foudre d'Année, avec un autre centre d'art. Et bientôt, là, en juin, j'envoie une critique d'art à Montréal, qui va faire une exposition à Main d'œuvre en septembre. Là, je suis en train de penser à un partenariat avec la Pologne et l'Ukraine, avec une philosophe, Margot Grigielewicz. Voilà, donc moi, je suis partante. Et donc, avec Ouessant et Finisterae, on essaie de permettre aux gens de bouger et d'en rencontrer d'autres réseaux professionnels, mais aussi d'autres sources d'inspiration, d'autres contextes sociaux, politiques, culturels, économiques. Voilà. Donc et les lieux de résidence le font beaucoup. Et là, je vois le BBB, c'est pareil, ils font aussi beaucoup de partenariats avec l'étranger. Voilà, programme à l'international d'échange artistique. Là, complètement autre chose. Vassivière, donc là, 3 types de résidences. Une résidence d'auteur-écrivain, une résidence de plasticien et une résidence d'artistes autres, mais ça peut être un paysagiste ou même pas d'artiste en fait, de professionnels autres qui s'intéressent au paysage. Donc ça peut être un paysagiste, ça peut être aussi un architecte, ça peut être un écrivain, ça peut être plein d'autres types de professionnels. La Galerie de Noisy-le-Sec, là, c'est encore un autre cadre, puisqu'en fait, là, on est en banlieue parisienne, dans un lieu qui propose une résidence d'artistes et de critiques d'art sur des longs termes. Pour le critique d'art qui a la possibilité, par la suite, à la suite de sa résidence, d'organiser une exposition. Donc là, c'est vraiment un accompagnement sur un long terme et vraiment individuel. La Malterie à Lille, c'est un plateau, on le voit là, qui est mis à disposition des artistes en résidence. Donc là, c'est vraiment au cas par cas. J'ai le sentiment de ça. J'espère ne pas me tromper. C'est toujours un peu délicat de parler des lieux des autres quand on n'y travaille pas. Donc j'espère pas faire d'erreur. Mais en tout cas, la Malterie a un plateau qui est assez important. Un plateau, c'est-à-dire une grande surface. Qui est assez intéressante, je pense, pour les collectifs, pour tout ce qui est aussi plutôt tout projet qui touche à la danse et aux choses un peu plus corporelles peut-être, puisqu'en fait on peut utiliser l'espace. Et voilà. Et ces projets de résidence sont créés sur mesure. Donc c'est l'équipe de la Malterie va aller chercher des budgets, va aller chercher des partenaires à l'étranger, etc. en fonction des projets qui leur arrivent. Et là où c'est l'intérêt aussi à la Malterie, c'est qu'il y a, en parallèle de ce système de résidence, pas mal, je ne sais pas, j'ai plus le nombre en tête, mais beaucoup d'ateliers
mis à disposition pour des prix, des tarifs très intéressants pour les artistes de Lille. Donc il y a aussi tout un vivier d'artistes qui est là au quotidien. Donc pour des artistes en résidence, ça peut être plutôt intéressant. Le pavillon, alors là, il y avait autrefois des appels à candidature. C'est plus le cas aujourd'hui. Là, c'est les commissaires du Palais de Tokyo qui invitent, qui proposent, en tout cas, des artistes. Et donc, ils travaillent en collectif sur un projet annuel. Là, le but est de plus en plus d'exposer au Palais de Tokyo. Donc, ils font des sessions comme ça, d'exposition de leurs résidents. Le parc Saint-Léger, voilà, on le voit donc 2 fois par an. Eux, ils travaillent aussi avec des partenaires type l'école de Bourgogne, avec la Drague de Bourgogne. Ils avaient fait par exemple un projet qui s'appelait La Grande Ourse, qui regroupait, il me semble, l'école de Dijon, de Cergy, et je ne sais plus, avec des graphistes. Donc il y avait des étudiants, une sorte de pas un post-diplôme, mais c'était des artistes fraîchement diplômés qui venaient en résidence au Parc Saint-Léger et qui réalisaient une édition en collaboration avec un critique d'art et un graphiste. Mais voilà, ils travaillent, eux, avec des partenaires. Là, on voit aussi Centre archéologique européen. Et en fonction des partenaires sur place, créer des projets. Donc eux, ils sont plutôt vers... donc ils sont à Pouglézo, ils prennent Nevers. Là, c'est un lieu tout à fait rural. Triangle à Marseille, idem, la Friche Belle de Mai. Eux ont tout un réseau à l'étranger. Il y a aussi Triangle New York, oui. Et en Angleterre, il me semble. Enfin, en tout cas, ils ont un réseau à l'étranger. Eux, les grands chanceux, comme Vassivière, par exemple, ont un appartement, donc des appartements, donc ils peuvent accueillir des étrangers et des gens qui viennent d'ailleurs dans les appartements de Triangle et proposent aussi des ateliers. Voyons voir, c'est une résidence à Aix-en-Provence qui propose à des artistes de venir dans des vignobles, produire et créer une œuvre qui, à terme, se doit être exposée dans le vignoble. Donc, ça entraîne beaucoup de choses puisque ça doit être à l'extérieur. Donc il faut que ce soit... voilà, il faut que ce soit... voilà, donc... Est-ce que c'est un phénomène récent la résidence? Oui. Alors, il y a eu des projets de développer dans les années 80. Alors, le terme de résidence comme on l'entend, c'est-à-dire avec un accompagnement, un budget vraiment pensé, c'était à l'origine plutôt pensé par les DRAC. Moi, je travaillais avant à Pont-Aven, dans le Finistère Sud. Il y avait 2 lieux dans les années 80, c'était Pont-Aven et Confort Moderne. Confort Moderne 1985, Pont-Aven 1985, ouvert en 86. Ça, c'était des lieux qui étaient fondés pour le Confort Moderne par Fazette Bordage, qui est cofondatrice avec Christophe Pasquet de Main d'œuvre. Donc, Fazette Bordage, elle est aujourd'hui présidente de Main d'œuvre. Et voilà, elle a toute sa vie créé des friches, elle est encore... dans ce travail-là. Et donc, il y avait le Confort Moderne et les résidences de Pont-Aven. Et dans les années 90, ça a commencé à prendre forme. On a vu dans les années 80 une décentralisation, c'est-à-dire que l'État a, pour le faire très rapidement, dit « Ok, on va décentraliser », c'est-à-dire qu'on donne aux municipalités des compétences culture, c'est-à-dire qu'on va leur donner des budgets et ils vont avoir la possibilité de donner des budgets à des associations. Donc on a vu fleurir partout en France des associations. Je rappelle quand même qu'en 1977, il y avait 2 lieux d'art contemporain en France, il y avait l'Arc et Pompidou qui venaient d'être créés. Donc voilà, c'est quand même assez récent au final. Dans les années 80, donc, on a vu des associations commencer à se développer. Puis les mairies commençaient à donner des budgets. Puis dans les années 90, on a vu des choses se créer, type la Friche Belle de Mai, je pense à la résidence de Montflanquin, Pollen, qui est aussi associative. Voilà, pas mal de lieux comme ça. Et dans les années 2000, ça a commencé vraiment à se développer. Et aujourd'hui, dans les années 2010, les élus et les collectivités et l'État et d'autres types de partenaires, type fondations, entreprises,
se sont rendus compte que c'était vachement intéressant, quelque part, à certains niveaux, de travailler avec des artistes. Et que on pouvait y avoir une plus-value, et donc il y a un langage comme ça qui a commencé à se créer avec l'artiste. Voilà. Est-ce que ça n'a pas correspondu aussi avec l'idée que l'artiste puisse intervenir, notamment, souvent on demande aux artistes d'intervenir dans les écoles ou de faire de la médiation auprès des publics. Est-ce que la résidence n'a pas aussi aidé un petit peu à véhiculer cette image de l'artiste comme quelqu'un qui peut être utile à une communauté ou qui apporte une plus-value au sein d'une communauté? Parce qu'avant, c'était quand même relativement rare que l'artiste intervienne dans une école ou dans un hôpital. On ne voyait pas l'artiste comme quelqu'un qui pouvait apporter quelque chose à une communauté civile. Alors c'est pour ça que justement on le modère, ça, aujourd'hui, via cette circulaire de 2011 dont je parlais, notamment, mais on le modère parce qu'effectivement on est arrivé à des situations où la résidence était aussi des ateliers pour enfants. Je pourrais donner des exemples précis, mais on est arrivé à faire parfois, pas toujours heureusement, mais parfois à résumer la résidence comme un temps exclusivement consacré à ça. Donc on a commencé à dire que c'était quand même important que l'artiste garde un temps pour sa pratique personnelle et donc c'est pour ça que j'ai parlé aussi d'éthique tout à l'heure quand je m'adresse parfois à des gens, à des associations, des élus ou quoi, qui veulent monter des lieux de résidence. On parle quelquefois aussi, on revient sur ces questions éthiques, de dire que un artiste ne se résume pas à ça. Enfin, l'intervention d'un artiste dans une ville ne se résume pas à ça. Mais effectivement, on a commencé à un moment donné à se dire mais c'est super. C'est super. Il va nous faire des super ateliers pour les enfants, génial. Les mercredis, c'est blindé, c'est super. Donc donc on a réussi à faire des super mercredis pour les enfants. Donc non mais génial. Et il y a surtout, moi j'ai organisé, je dis ça, mais ça a aussi un intérêt pour les artistes, c'est-à-dire que moi j'ai par exemple des artistes qui sont venus me voir en me disant moi je fais de la performance ou je fais un projet avec des habitants, et en fait ça peut tout à fait servir l'artiste et son projet. J'ai par moment eu l'occasion de développer des ateliers en milieu scolaire puisque le projet de l'artiste vraiment le nécessitait. Et super, à main d'œuvre par exemple, on a fait le choix de le proposer systématiquement aux résidents, de faire des interventions en milieu scolaire ou pour les enfants de la ville ou quoi, mais ce n'est absolument pas une obligation, ils peuvent le refuser et surtout s'ils le font, ils sont payés. Donc ça permet aussi d'engager une économie pour l'artiste qui n'est pas négligeable, puisque l'économie de l'artiste est quand même très précaire aujourd'hui, comme ça l'a toujours été plus ou moins, mais donc on essaye comme ça d'accompagner l'artiste aussi en développant son économie propre. Voilà. Justement, tu parles beaucoup d'accompagnement en disant qu'il fallait qu'il y ait au moins une personne qui accompagne l'artiste en résidence. On voit que lui, c'est vraiment le côté de l'artiste qui est assez intéressant quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de dérives dans les résidences. Comment tu le vois justement ce travail d'accompagnement, parce qu'il peut être à différents niveaux et parfois les artistes sont très autonomes et n'ont pas forcément cette nécessité ou ne la voient pas forcément. Alors, c'est sur quel plan en fait alors bon, ça c'est ultra personnel. Je vais parler parce qu'en fait chacun réagit en fonction de qui il est. Moi, ce que j'essaye de faire, alors à Ouessant c'est compliqué, je veux dire l'artiste est dans un sémaphore au pied du phare, on s'assure que tout va bien, on prie pour qu'il n'y ait pas de tempête, voilà, mais je ne peux pas faire grand chose. En tout cas avec Marcel Dinaé qui est président de l'association, Marcel y va souvent, il les accueille, ou en tout cas voilà, et on est quand même assez présent, mais c'est pas toujours possible. À main d'œuvre, il y a différents types d'accompagnement possible. Il y a des artistes qui sont là, et je parlerai d'entreprises culturelles plus globalement, qui louent des espaces
On fonctionne avec beaucoup de fonds propres, donc voilà. Il y a des artistes qui vont venir en résidence courte avec un projet, avec une restitution, qui vont avoir un budget, qui viennent là et qui sont invités, voilà. Et qui ont été aussi sélectionnés sur dossier, ça dépend. Et il y a des artistes qui ont un pied-à-terre, qui ont vraiment un atelier ou un bureau sur place, et pour qui je suis à l'écoute au maximum. Là, pour eux, par exemple, c'est pour moi, j'essaye de donner le maximum. C'est-à-dire que quand ils arrivent, je vais essayer de leur dire tout de suite que voilà, je suis là, j'ai plein de projets, j'ai plein de choses, donc je ne vais pas pouvoir être là tous les jours pour eux, mais en tout cas je suis là, et que j'aime à faire des réunions régulièrement. Régulièrement, ça ne veut pas dire toutes les semaines, hein, ça veut dire régulièrement, c'est-à-dire tous les 2 mois ou toutes les semaines s'il y a besoin, mais en tout cas qu'on aille à leur rythme. Moi je ne viendrai pas les voir. Effectivement, ils sont grands, ils ont tous leur rythme, ils sont tous soit débordants de projets et qui ont un travail qui est extrêmement productif, ou au contraire des artistes qui produisent 1 pièce par an et qui vont être dans une réflexion beaucoup plus personnelle et lente peut-être. Enfin, ça c'est hyper important. Je veux dire qu'à main d'œuvre on donne des espaces, mais on donne aussi du temps. Ça c'est un luxe, quoi. Et c'est ce qu'on donne, puisqu'en fait on le voit. Et par rapport à ta question aussi tout à l'heure sur les lieux de résidence, est-ce que c'est un phénomène nouveau? Je pense aux centres d'art qui existent en France. Il y a énormément de centres d'art, donc énormément de production. En revanche, des lieux de recherche, donc en amont de cette production-là, il en faut bien. On n'est pas les machines, les artistes ne sont pas des machines à produire des pièces. Donc nous, on est là en amont de cette diffusion-là. Donc c'est un temps de donner en fait principalement l'artiste. Donc on y va, en gros on y va mollo, et on essaye de satisfaire chacun. Concrètement, dans l'accompagnement à main d'œuvre, je ne sais pas si du coup, voilà, génial. À main d'œuvre, je peux, bon, personnellement je suis assez, je m'interroge pas mal sur le statut. Je me suis interrogée pas mal sur le statut et comment on travaille avec un auteur, comment administrativement parlant on travaille avec un auteur. Donc je suis là s'ils ont des questions en termes de contractualisation. J'ai vendu une pièce, je fais une expo, j'organise un truc, je fais une édition, je produis une pièce pérenne dans l'espace public. Comment, enfin, quel contrat je fais? Est-ce que tu peux relire? Je suis là, je peux relire les contrats. Là, j'en ai 3 à faire. Je suis un peu en retard. Il faut que je les fasse cette semaine. Mais voilà, par exemple, là, il faut que je te fasse 3 contrats, dont 2 œuvres pérennes sur le site de main d'œuvre et un contrat d'exposition hors les murs et de résidence hors les murs. Donc voilà, comment je fais pour régulariser ma situation? Comment je fais voilà, par exemple, là, j'ai touché de l'argent. Comment je la déclare? Comment je déclare cet argent-là? Je vais en résidence à l'étranger, mais comment je fais avec ma sécu et tous ces trucs-là? Bon, ce type de questions. Après, il y a des questions plutôt d'ordre théorique et un regard critique porté sur le travail. Donc là, je pense aux expositions monographiques que j'ai organisées à main d'œuvre avec, bon, je les nomme, il y a Éléonore Saint-Agnan, il y a eu Grégory Bucher, là il y a Judith Deschamps qui est exposée en ce moment jusqu'au 19 juin, 6 semaines d'exposition. Et là, pour moi, ce sont des créations artistiques formidables. Enfin, je trouve ces boulots-là absolument excellents. Enfin, et du coup, j'aime à les soutenir puisqu'en fait, ces 3 artistes-là n'avaient jamais eu d'exposition personnelle et monographique où on présentait leur travail vraiment de manière individuelle. Et du coup, j'aime pour le faire de façon hyper pompeuse, dire que ce sont des expositions monographiques rétrospectives et prospectives. D'artistes qui ont à peu près une trentaine d'années. Donc voilà, donc allons-y, j'y vais. C'est super pompeux, j'aime bien.
En tout cas, le but, c'est de valoriser leur travail, qui me semble être voilà, un travail excellent. Mais c'est hyper subjectif. Et là, je suis en train de penser, c'est tout à fait officieux, je vous le dis, mais je suis en train de penser voilà, à des textes, à un texte plutôt théorique et la réalisation d'une publication. Donc moi, je suis assaillie de mails, de tâches administratives. Je me garde quand même par moments des temps comme ça de réflexion, de recherche, voilà. Là, je vais faire une exposition à Montréal l'année prochaine. Là, je suis à fond dessus. J'essaye donc je travaille beaucoup sur très très vulgairement travailler sur les théories postcoloniales. Voilà. Donc j'essaye de garder un travail un petit peu théorique avec les résidents. Autre chose, par exemple, un résident a un projet. Eh bien, moi, je suis là pour tout ce qui touche à ce projet. Il faut que je demande une subvention. Comment je fais? À qui je la demande? Comment on fait un budget? Qu'est-ce que je mets dans le projet? Quel partenaire je peux trouver? Voilà. Donc là, par exemple, avec une résidente en ce moment, on est en train de penser, elle vient me voir, elle me dit voilà, donc je lui dis bah voilà, ce serait bien peut-être de faire un dossier un petit peu dans ce sens-là. Moi, je reviens, une fois que tu l'as fait, je reviens dessus, je peux relire ton budget, le refaire avec toi, contacter les partenaires potentiels, etc. Faire des conventions avec les partenaires. Donc là, c'est une construction de sculpture. Voilà, donc en série, c'est un objet sériel, donc il y a besoin d'avoir un partenaire, une entreprise en termes de matériaux, trouver des matériaux, donc trouver des mécènes, etc. Je peux aider aussi sur la mobilité. Donc quand je vois une critique d'art, une commissaire d'exposition, un artiste, un graphiste qui à mon sens est très implanté localement et qui aurait un désir comme ça de voyager, de partager avec d'autres, j'essaie de le faire. J'essaie de provoquer des rencontres. Alors quelquefois j'y arrive pas. Je fais plein de projets européens, etc. que je dépose. La moitié je les ai pas, ou les 3/4. Mais quand ça tombe, c'est super. Donc voilà, j'essaie de créer des aides à la mobilité. Dans l'accompagnement, ça va dépendre en fait vraiment au cas par cas. J'oublie plein de choses, mais ça va dépendre au cas Et peut-être quand même une dernière chose, c'est par rapport aux entreprises culturelles. Je pense aux graphistes ou d'autres, leur trouver des clients, générer une économie. Donc, par exemple, les graphistes, donc chacun, je me fais un challenge toute seule, je me dis voilà, cette personne-là, je vais essayer de l'envoyer là-bas, cette personne-là, on va essayer de lui faire son projet, on va essayer de leur développer leurs clients. Et moi, le but, c'est que par exemple, pour des graphistes qui sortent, si tous les projets ne sont pas payés, qui sortent avec un super book, un super portfolio et qui le vendent bien. Donc moi, je suis sans cesse en train de leur proposer des projets. J'essaye évidemment de les payer à chaque fois. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent refuser, mais en tout cas, j'essaye de développer leur clientèle. Là, par exemple, vendredi soir, donc après-demain, il y a une projection qui s'appelle Video Activity. C'est une projection d'œuvres vidéo de la collection du Frac Lorraine. C'est Alexandrine Desnaud avec Marie Vaillon qui, toutes les deux, Alexandrine Desnaud, elle est critique d'art en résidence. Elle propose une sélection, donc elle assure une sorte de petit commissariat, on peut dire. En tout cas, elle porte un regard sur la collection du Frac Lorraine. Moi, je lui fais une gratuité, donc elle ne paye plus de participation aux frais, donc elle est accueillie pendant 5 mois gratuitement à main d'œuvre avec cet accompagnement-là. Moi, le but, c'est de faire en sorte que les gens ne payent rien, qu'ils soient là et qu'ils aient un budget. Donc, et les graphistes, eux, vont être payés sur une édition qu'ils vont faire par la suite avec Alexandrine. Donc, ils vont être payés et donc voilà. Donc, j'essaie de payer les gens et pour ces graphistes-là de développer leur clientèle. Mais ça va être à chaque résident un accompagnement différent. Donc là, c'était Judith Deschamps. J'ai fait son expo, donc j'étais pendant 15 jours un peu off pour les autres. Et puis là, je reviens. Donc là, il y a une résidente qui cherche des fonds
Donc, par exemple, Juliette Bonpoint, qui est la directrice de main-d'œuvre, a proposé de travailler avec un partenaire qui s'appelle ProArty pour développer du crowdfunding. Donc là, il y a Laura Gozlan qui est en résidence, qui a développé tout un projet avec eux. Et donc là, on se voit demain pour finaliser le projet, pour moi voir comment est-ce que je peux diffuser le projet, vendre la chose pour développer son budget à elle par du mécénat privé, du coup, du crowdfunding. Donc c'est vraiment... Est-ce que cette indépendance relative des main-d'œuvre par rapport à l'État est courante aujourd'hui ou c'est encore relativement rare de voir? Parce que bon, on sait que les Paris Tokyo, il a fait quand même pas mal de scandales parce qu'ils ont des partenaires privés. Main-d'œuvre fonctionne en partie avec des partenaires privés, mais aussi beaucoup sur des fonds propres, disons sur le fait qu'ils investissent. Là, il y a les salles de répétition son qui tournent. Ben, ça, c'est la salle Star Trek, c'est pour les cinémas. Mais venez vendredi soir, vous soyez en salle Star Trek. Ouais, d'accord. Et sinon, il y a le bistrot, il y a les studios son, donc c'est toute cette offre. En fait, main-d'œuvre, c'est un endroit qui met en avant sa propre économie, alors qu'en général, les centres d'art tendent à ne pas trop le faire. Ouais. C'est un peu un sujet tabou dont on ne parle pas excessivement. Est-ce que c'est encore un cas relativement rare ou il y a d'autres lieux qui fonctionnent comme ça et comment ça s'est construit aussi? Moi, je parlerais de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire des arts visuels. Ouais. C'est très très peu fréquent. Quasi introuvable, enfin oui, ou alors il faudrait vraiment me trouver des exemples, mais là j'ai pas en tête en tout cas, des lieux de résidence et de diffusion qui fonctionnent avec une grosse, quasiment une moitié du budget qui fonctionne avec des fonds propres, c'est rare. Oui, voilà. Est-ce que des fondations privées... Voilà, là par exemple, c'est pas la même échelle. Vuitton, Cartier, dans les résidences... Ouais. C'est des fiscalisations, c'est pas... c'est autre chose. Non, pas que, mais c'est... C'est-à-dire, t'as raison. Non, t'as raison, je vais préciser, c'est une économie mixte. Tout à fait, voilà. C'est-à-dire que, non, mais même je pense qu'on peut parler d'économie mixte, c'est-à-dire à la fois de fonds publics et à la fois de fonds privés. Et d'arriver à 50-50, c'est assez peu fréquent. C'est-à-dire que les fondations privées fonctionnent entièrement sur leurs fonds propres, quasiment, mais je pense... Pardon ? Ils peuvent avoir des aides. Voilà. Ils peuvent, mais... Ouais, je pense par exemple à la fondation Cadiste, mais voilà, là c'est carrément une famille, c'est un fonds privé. Qu'on arrive à une économie mixte, c'est vraiment très très peu fréquent. Là, on a comme partenaire l'État via les DRAC, c'est pas en direct, c'est pas la DGCA, c'est par la DRAC. La ville de Paris, la ville de Saint-Ouen, un peu, de moins en moins. Voilà, enfin, donc évidemment la région et le conseil départemental. Voilà, et puis il va y avoir des mécènes privés et surtout nous, nos fonds propres. C'est-à-dire que eh bien, on est toujours en train d'essayer de développer notre économie. Donc, il y a voilà, des studios son qui sont en location. Il y a aussi des résidents dans les studios de musique, mais c'est aussi en location. Alors, je précise qu'à main-d'œuvre, on a des tarifs quand même, que ce soit pour les ateliers de plasticiens en location, pour les studios son, etc. On est sur des tarifs quand même... qui défie toute concurrence sur Paris. On est à 10 € de l'heure pour les studios d'enregistrement. Il y a 20 studios d'enregistrement 20 studios de répétition et 1 d'enregistrement. Après, on loue la salle d'exposition. Enfin, en fait, tout est louable. Voilà, donc le but c'est de développer nos fonds. Là, par exemple, je suis en train de travailler sur un post-diplôme. Donc on travaille avec l'ISDAT, qui est l'école des beaux-arts de Toulouse, qui est l'EPCC en fait, Midi-Pyrénées, on va dire, parce qu'il y a les beaux-arts de Toulouse et il y a aussi donc fusionné juridiquement avec le conservatoire, l'école des beaux-arts de Pau, je crois. Enfin voilà, ils ont fusionné comme
toutes les écoles quasiment en France. Là, il n'y a plus que Valenciennes, je crois, avec Tourcoing. Enfin, le Nord qui n'est pas encore en EPCC. Quasiment tout a été fusionné. C'est une valeur économique quand même aussi. C'est tout à fait économique, oui. Ouais. Et voilà, donc là, il y a encore quelques EPCC en création. C'est un peu douloureux. Mais bon, voilà. En tout cas, l'ISDAT est une EPCC. Et donc, on travaille avec eux. Ils ont touché une subvention du ministère pour accompagner les étudiants qui sont diplômés et qui sortent de peut-être l'ENSEP plus 2-3 ans, donc après 5 ans d'école. Donc on est en train de travailler avec eux sur la création d'un post-diplôme. Et moi, bon, en fait, en gros, je suis en charge de ça, puisque c'est plutôt art visuel. Et j'essaye de développer avec d'autres écoles un partenariat pour essayer de créer un post-diplôme qui rapporterait à main-d'œuvre financièrement et qui permettrait aussi d'accompagner cette jeune création. C'est-à-dire que main-d'œuvre s'oriente vers un soutien pour la jeune création. Donc voilà, ça c'est par exemple, c'est un exemple très concret que je vous livre là, puisque c'est aussi pour nous un moyen de développer nos fonds propres. Et donc de financer payer les salaires, qui sont une grosse partie du budget à main-d'œuvre. Mais il y a aussi les concerts qui sont payants, il y a le bar, les recettes du bar, il y a le restaurant qui est loué et auprès de qui, il me semble, on touche une recette sur leur vente, un pourcentage. On fait des locations, on fait des fêtes. Alors la fête à main-d'œuvre, peut-être faire un point quand même là-dessus, c'est que la fête à main-d'œuvre, c'est important puisque c'est des moments d'échange et des moments festifs et on est avant tout là aussi pour... c'est un lieu pour l'imagination artistique et citoyenne, donc un lieu d'échange avec les habitants de la ville et au-delà. Donc c'est un moment de rencontre et de partage, un moment aussi drôle. C'est un lieu où on aime bien rigoler, c'est important. Du coup, voilà, on fait des fêtes. Les fêtes permettent aussi d'engendrer un budget, alors qui n'est pas non plus démentiel, mais qui existe. Donc voilà, on va soit créer nous-mêmes des moments festifs. Je pense à l'anniversaire de main-d'œuvre, à des festivals de musique comme le MoFo ou à d'autres choses. La Salle est sauvage, c'est une fête plutôt garage punk en novembre. Octobre-novembre, c'est 2 jours. Donc voilà, on va créer en interne nos propres fêtes et on va aussi accueillir des festivals d'autres associations qui cherchent des lieux. Et donc voilà, on va par exemple faire des locations, on va partager la billetterie, le bar, le restaurant, etc. Et puis évidemment le spectacle vivant, la danse et le théâtre, où on va faire aussi des entrées, on va faire des billetteries avec voilà, des recettes pour main d'œuvre, et ça va engager aussi des coproductions avec des producteurs ou directement avec les compagnies de danse et de théâtre. Donc le but, c'est de développer un budget pour main d'œuvre, de pouvoir rester autonome et en même temps d'essayer de développer des budgets pour soutenir les artistes, les payer et aider à la production. C'est-à-dire que moi, sur les expositions, tous les artistes sont payés. Ou alors, c'est peu fréquent, mais il y a une grosse contrepartie en échange s'ils ne sont pas payés. Mais genre grosse contrepartie, quoi. C'est une mobilité à l'étranger, c'est un catalogue ou quelque chose, ou un gros coup de main de ma part, enfin, voilà, sur un projet. Qu'est-ce que ce modèle vous permet de rebondir un peu bien? Parce qu'il y a quand même énormément de lieux en France qui sont complètement à terre à cause de faire une liste, ouais. Il y en a beaucoup qui sont en passe de fermer ou qui en tout cas ont des très gros problèmes à continuer. Est-ce que donc vous étiez un peu plus prêt à rebondir, et comment vous voyez effectivement ce qui se passe par rapport à cet état paternaliste qui a beaucoup soutenu la création et qui aujourd'hui se retire un peu? Est-ce que ça vous semble positif quelque part ou absolument pas? Et comment main d'œuvre s'insère dans ces discours? Le système actuel, oui, le fait qu'on coupe des budgets depuis 3-4 ans de manière assez sévère quand même, notamment du Non, moi, alors là, c'est tout à fait personnel. Main d'œuvre n'est pas un lieu politisé. Ouais. C'est un lieu ouvert à tous. Et moi, je ne ferai pas, étant donné que là, j'ai un peu l'impression de représenter main d'œuvre et du coup les salariés. Parce que main d'œuvre a une politique
en interne particulière, parce que c'est à l'origine une gouvernance partagée. Donc on a tous un peu notre mot à dire sur le fonctionnement de main-d'œuvre ou quoi. Dans les faits, c'est pas toujours le cas. Il faut bien qu'une personne tranche à un moment donné, mais en tout cas, on est tous de la personne qui est là pour l'entretien et le ménage dans les bâtiments, dans les lieux, au programmateur musique, à la direction ou quoi. On a tous un petit peu un mot à dire sur main-d'œuvre. À l'inverse, en extérieur, on n'est pas politisé. Personnellement, là, je parlerai plutôt peut-être en tant que présidente, membre du bureau d'art en résidence. Je pense que, je vais être super cash, je pense que c'est des enjeux politiques, je pense que c'est une orientation politique, je pense que la culture est salutaire dans une société, je pense qu'elle est fondamentale pour rêver, pour penser la société ensemble, pour penser le futur, pour penser qui on est, pour penser les villes créatives et qu'est-ce qu'on fait. Dans un contexte hyper raide et violent comme on le connaît aujourd'hui et meurtrier, clairement, je pense que l'art a vraiment quelque chose à jouer dans la société et je pense que c'est une énorme connerie de couper les subventions qui ont été tellement données tellement lentement, c'est-à-dire qu'on est arrivé dans les années 80 à la création de DRAC, à la création de FRAC, à des fêtes de la musique, des nuits des musées, etc., pour un retrait en plus, une élite de droite ou de gauche. Enfin, je veux dire, on n'est pas... c'est quand même des êtres pensants qui sont cultivés et qui vont... pour le coup, voir des expositions. C'est des gens qui sont touchés par l'art et ils coupent les subventions, quoi. Enfin voilà, après ça c'est vraiment ultra personnel. Je pense que c'est tout à fait, je pense que c'est un choix politique et que pourtant c'est quand même pas un énorme budget, quoi. Quand on voit la manne financière qu'engrange la FIAC, qu'engrange sur une autre dynamique les grandes entreprises françaises, sur l'armement, etc. Enfin, le budget de la culture est ridicule. Enfin, donc pour moi, c'est assez hallucinant. Et puis, il y a un retrait aussi de la part des collectivités territoriales et puis de l'État sur, en tout cas entre les deux, sur, à mon sens, c'est ce que je vois. J'espère me tromper, j'espère que un conseiller DRAC viendra me dire l'inverse, mais j'ai l'impression, en discutant avec les centres d'art qui sont en train de fermer, etc., les friches artistiques, les lieux de résidence qui sont en train de fermer, parce qu'il y en a beaucoup, eh bien on se rend compte qu'en fait il n'y a plus ce jeu qui se faisait dans les années 80 et 90 qui a permis l'émergence comme ça des lieux de résidence. Il n'y a plus cette médiation qu'offrait la DRAC auprès des collectivités territoriales, puisque les budgets sont attaqués de toutes parts et je ne suis pas en train de leur dire vous ne faites pas votre boulot. Ils font comme ils peuvent, quoi. Je veux dire, ils ont un sérieux recul sur leur budget. Il y a une loi sur la création artistique, loi de patrimoine qui arrive et qui repense pas du tout la création artistique, qui repense pas du tout les moyens donnés aux plasticiens. Enfin, c'est raide, quoi. La conjoncture est super raide pour tout le monde et les DRAC ne peuvent que pas trop y aller, quoi. Pas trop faire front, voilà. Et par-dessus tout ce contexte un petit peu compliqué et politique qui revient sur une baisse des subventions et des engagements des uns et des autres, on a un basculement sur les dernières municipales, il y a 2 ans et demi je crois, de mairies qui sont passées d'une couleur à une autre, qui ont fait que, voilà, au niveau de la carte culturelle française, il y a eu de grands bouleversements. Et main-d'œuvre en fait partie, clairement, voilà, sur une mairie qui a déconstruit ce qu'a fait une autre mairie. Donc là, on nous demande de partir, de quitter les lieux d'ici 2 ans. Donc on a trouvé un autre lieu. On a trouvé 2 autres lieux, donc on est maintenant sur 3 lieux, en attendant d'éventuellement partir. On ne sait pas trop sur quel pied danser, mais en tout cas on prépare la suite.
Donc on est ultra mobilisé sur un autre lieu qui est plutôt sur Saint-Denis. Donc voilà, on est en train de penser à un projet beaucoup plus global avec d'autres partenaires. Penser une coopérative avec un système juridique qui serait beaucoup plus intéressant financièrement qu'une simple association de loi 1901. Donc on est sur cette réflexion. On sort d'un redressement judiciaire à main d'œuvre. Je dirais pas haut la main, mais quasi. On a lutté en tout cas. C'était chaud. On en est sorti, voilà, on a une nouvelle direction, une nouvelle motivation. Donc on est chanceux puisque bien d'autres lieux ont malheureusement fermé ou sont en train plus ou moins de fermer. La chance qu'on a, nous, c'est que moi par exemple, on m'a demandé d'être centre d'art. Être centre d'art, je le précise, c'est une circulaire, donc c'est répondre à une circulaire du ministère qui dit qu'on est lieu de production et donc on va répondre à une réglementation administrative des choses, donc c'est des lourdeurs administratives assez importantes, et puis une politique en termes des publics assez exigeantes. C'est-à-dire qu'il faut avoir des quotas. Moi, il faut que j'ai plein d'enfants dans les salles d'expo, etc. Donc j'en ai plein, mais j'ai pas tellement envie de mettre ça en avant. Je veux dire, main d'œuvre, ça marche parce qu'on est ouvert et parce qu'on est là pour les gens. On n'est pas là pour comptabiliser la démocratisation et participer à la démocratisation de l'art par le bas. Vous êtes censé faire des décomptes? Les centres d'art, oui. Ah, d'accord. Nous aussi, on le fait. Mais on n'est pas régi par une circulaire. Moi, j'ai pas envie personnellement d'être centre d'art. Ça nous faciliterait la vie parce que ça voudrait dire qu'on est conventionné. À partir du moment où on est centre d'art, on est conventionné. Un conventionnement, ça veut dire que pendant 3 ans, on va avoir des sous, c'est obligé. Vous avez refusé la circulaire, vous avez refusé d'être centre d'art. Moi, je ne veux pas être centre d'art. On est autonome, tout à fait autonome. Voilà, donc on a évidemment des comptes à rendre, on est financé par les pouvoirs publics, ça nous coûte très cher, l'indépendance nous coûte très très cher. Moi, ce que je fais, je suis seule quoi, c'est une grosse charge de travail, mais en même temps, c'est dynamique, on est tous, on collabore à main d'œuvre. C'est-à-dire qu'on travaille énormément tous ensemble, les uns les autres, on s'aide. Donc ça fonctionne bien. Moi, j'ai des bilans à rendre. J'ai pas envie d'avoir une compta de dingue à rendre à la fin de l'année, d'avoir un quota en termes de scolaire, parce que la médiation, on la pense pas pareil qu'ailleurs. On va pas aller démarcher des écoles. Les gens viennent nous voir. Et il y a tout ce qui ne se compte pas, c'est-à-dire moi je fais des nocturnes, quand il va y avoir des concerts, on ouvre pour les gens, donc ça c'est des gens qui sont libres, on devrait le faire, voilà. Mais moi j'ai pas envie d'avoir de comptes incroyables à rendre, mais ça nous coûte cher parce que du coup je suis pas conventionnée. Moi clairement j'ai un budget de 20 000 € par an pour faire 3 expos et faire fonctionner les résidences, c'est le budget d'une expo, donc moi je vais tout le temps aller chercher des budgets partout. Donc ça nous coûte très cher. En revanche, d'un autre côté, notre indépendance nous sauve, puisque là, par exemple, on a des coupes de budget, on est malmené, voilà, on est force de négociation, puisque déjà on est plein d'idées. Ok, on y va, c'est pas grave, on trouve un autre lieu, on trouve un autre fonctionnement, on y va, on avance. La société, maintenant on est en 2016, peut-être que la loi 1901 de travailler avec 100% de fonctionnement public, c'est peut-être pas l'idéal. Comment on fait autrement? Donc voilà, nous on est là-dessus. Et on essaye d'y aller quoi. Donc on est force de proposition et comme on a pas mal de fonds propres, ce serait ridicule de la part des financeurs publics, je pense, de se dire « Ah, c'est pas grave, c'est un lieu qui ferme », ça leur coûte tellement peu cher de fonctionnement que ça serait complètement incroyable de ne pas nous soutenir. Surtout par rapport au boulot qu'on fait au niveau local avec les habitants. Alors là, je reviens peut-être sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'interaction avec les publics. Je pense que beaucoup peuvent penser que voilà, c'est un lieu bobo. Voilà, des gens de Paris qui viennent faire de la production dans un lieu un peu excentré et que l'interaction avec le public ne fonctionne pas. Je suis convaincue de l'inverse, quoi. Je pense que moi j'ai postulé à main d'œuvre parce qu'à main d'œuvre on parle d'économie non monétaire.
Je suis venue à Main d'œuvre parce qu'on parle de tout ce qui est de qualité, de tout ce qui n'est pas palpable et qu'on ne peut pas compter. Alors c'est difficile parce que du coup il faut quand même en rendre compte, mais comment en rendre compte? Dans le quartier, enfin, quand tu rentres, enfin je sais pas, toi tu viens à Main d'œuvre tous les jours, quand tu rentres à Main d'œuvre, on le voit. On voit qu'il y a des habitants qui sont là, qu'il y a des enfants, des collégiens ou au-delà qui viennent faire leurs devoirs à Main d'œuvre en fin d'après-midi. Il y a des groupes qui viennent répéter. Moi, j'ai plaisir à inviter, à accueillir dans l'espace d'exposition des gens qui n'ont jamais visité d'exposition d'art contemporain. Dans n'importe quel lieu parisien où je vais, le milieu de l'art est tout petit, on rencontre souvent un peu les mêmes personnes. Là, il y a des gens qu'on accueille qui n'ont jamais vu d'exposition. Bon ben, ça fait du bien quoi. Et je vois que ça, et on voit que ça prend. On voit que ça prend par les fêtes, par la pluridisciplinarité. En France, c'est quand même très rare les lieux qui sont pluridisciplinaires. Donc ça fonctionne à mon sens très très bien avec la population. Donc là, on en est à penser à comment on peut comptabiliser, je sais pas, quantifier les gens de la communauté qui viennent à Main d'œuvre. Donc ça, on est en train de réfléchir à ça. Mais c'est certain. Après, au niveau des pratiques amateurs, je pense qu'il y a aussi un respect. C'est-à-dire que moi, en termes de programmation, et c'est pareil pour ma collègue au spectacle vivant ou pour la musique, on est intransigeant. C'est-à-dire qu'on ne va pas penser... Alors moi, ça c'est personnellement... Je parlais de démocratisation de l'art, je ne vais pas penser les expositions par le bas en se disant les gens ils vont rien comprendre, et pour comprendre l'art contemporain il faut être cultivé. Je suis mais convaincue, et là je peux le prouver par A plus B tous les jours, que l'art contemporain ne s'adresse pas à une élite, que tout le monde peut saisir plein de choses, et je n'ai pas envie de faire de concessions sur l'exigence en termes d'exposition en art contemporain. Je suis pas là-dessus du tout, quoi. C'est vrai, ça me regarde. Je suis pas là-dessus. Et je le vois bien souvent dans des expositions qui sont blindées de références. Là on le voit, de Foucault, eh bien, on n'est pas obligé de saisir Foucault, quoi. Enfin, je veux dire, on peut passer par autre chose. Et je pense qu'on peut penser la société ensemble par la création artistique. Et c'est ce que Main d'œuvre essaie de faire depuis le démarrage. De penser la société ensemble par la création artistique. Donc il y a une exigence en termes de diffusion et on accueille aussi des projets amateurs. Les projets amateurs, on ne les intègre pas forcément dans la communication, mais ils sont dans le lieu, ils sont chez eux. Par exemple, il y en a plein, je pense, on accueille 1, 2, 3 rap, c'est-à-dire tu fais du rap, tu veux apprendre l'anglais, ou alors tu parles anglais, tu veux faire du rap, eh bien des jeunes se retrouvent à Main d'œuvre tous les... je sais plus, jeudi soir, je crois, pour un cours d'anglais en rap. Il y a plein d'associations qui payent, évidemment, mais très peu cher. Il y avait des cours de sabre laser, il y a des cours de pilates, il y a des cours de gym suédoise, il y a des cours de plein de choses. Gospel, je connais des gens qui font... Ah ben peut-être, il y a du taekwondo aussi, mais... Par rapport à l'association de Judith Deschamps, c'est ça? Ouais. Par exemple, quelle communication vous faites avec la population de Main d'œuvre, les 500, vous savez, comment vous l'abordez aussi? Alors Judith, pour le coup, c'est un peu particulier puisqu'elle est pas mal... Alors on a eu au vernissage, c'était très hétéroclite, des gens qui venaient parce qu'il y a eu par exemple un article, il y a eu une publication sur les Inrocks sur leur page. C'est les 5 expositions de la semaine. Ouais, c'est ça. Donc il y a des gens qui sont venus par ce biais-là, il y a des critiques d'art, voilà, parce qu'on a fait de communication, et puis il y a des gens de la ville, puisque pour le coup, Judith a fait beaucoup d'ateliers avec des enfants du coin. Donc voilà, elle, pendant pas mal de temps, c'était l'année dernière, elle a fait ça elle a fait plusieurs dans un même établissement. Donc elle a des liens, je dirais, avec la population. Mais ça va dépendre en fait de chacun des artistes. Judith, on va aussi, moi je vais faire un goûter le 19 juin pour faire le finissage, on va faire un goûter, donc j'espère que des habitants pourront venir aussi. Je fais des nocturnes, donc sur tout ce qui est événements musique ou théâtre-danse, on va leur proposer de venir voir l'exposition. Donc ça c'est des gens qui n'ont encore une fois absolument pas
connaissance de l'art contemporain qui vont découvrir une exposition. Je précise que sur ces soirées-là, il y a des tarifs odoniens, donc des tarifs pour les gens qui sont de la ville. Je crois que c'est gratuit même, ou c'est quasiment gratuit. Donc on est très ouvert, on a une politique pour les odoniens, et qui viennent par ces biais-là aussi rencontrer l'exposition et rencontrer une œuvre contemporaine. Et on essaie de faire beaucoup d'événements. Et donc, pour donner une idée de ce que c'est, donc Judith Deschamps, c'est une artiste qui travaille beaucoup sa biographie, en quelque sorte. Et donc c'est quelqu'un qui a acquis une certaine reconnaissance par une série d'interventions qu'il a fait à Montrouge. Après, elle avait été présentée au Salon du Montrouge. Alors, elle a fait une performance au Frac Bretagne. Oui, après, elle a fait une performance aussi à la Galerie d'Ormanay à Gennevilliers. Et puis dans d'autres expositions. Et à chaque fois, elle met en cause sa propre histoire. C'est quelqu'un qui joue avec sa propre histoire de manière dystopique, en avant et en arrière. Donc, qui s'est mis en scène vieille, qui a écrit sa biographie future et sa biographie passée, qui documente ses propres expositions comme des archives de quelque chose qui a déjà eu lieu. Donc, c'est une exposition relativement complexe, en quelque sorte, pour dire que ce n'est pas des expositions qui s'offrent à un public clé en main, avec une compréhension immédiate. C'est quand même un jeu assez fin d'aller-retour continuel par rapport à sa propre histoire, qui se prête très bien à avoir des références à Foucault d'ailleurs, mais bon, en même temps, ce n'est pas ce qu'on fait, non mais c'est vrai, mais c'est pas ce qu'on fait lorsqu'on fait une exposition en main d'œuvre. On présente ce contenu selon aussi une communication qui est autre par rapport à ce que l'exposition de la sorte au plateau, elle aurait été présentée différemment en quelque sorte. Donc il y a aussi un travail de médiation que vous faites. Ouais, alors je pense qu'on est aussi accessible au niveau de la communication, c'est indirect, c'est pas qu'on veut être comme ça, c'est indirectement, on n'est pas élitiste, quoi. C'est-à-dire que moi, dans ma communication, et avec tout le service de communication de main d'œuvre, on essaie de parler à tout le monde. C'est-à-dire qu'on va être un peu dynamique, être drôle, complètement décalé, c'est abordable, enfin je veux dire, c'est pour tout le monde. Donc dans la communication, on va faire des choses décalées, quoi. Décalées, drôles, on se prend pas trop la tête, quoi. Après, on va aussi pouvoir organiser des choses beaucoup plus pointues en termes de références et théoriques, par moment, c'est sûr. Mais effectivement, c'est... il y a vraiment du plaquage de références sur les expositions qui vous présentez, alors que son travail a fait l'objet d'une série de textes critiques qui mettaient en scène. Il y a énormément de références qui se dégagent derrière sa pratique, cette idée de se représenter comme vieille, de jouer avec sa propre carrière en quelque sorte, de mettre en scène son succès avant qu'il ait eu lieu, de retranscrire sa propre histoire. Donc il y a des métaphores aussi bien textuelles que sémiotiques, de tout type, et pourtant on peut la rendre accessible grâce à un travail, on peut l'amener à un autre public aussi. Alors tout à fait, et sur les expositions, donc il y a 3 expositions à main d'œuvre dans l'année. Je dirais qu'en septembre, c'est plus des expositions en partenariat avec des lieux à l'étranger, plutôt, ou des résidences qui ont été réalisées à l'étranger. Donc c'est une sorte de compte-rendu un peu d'expérience collective hors les murs. En février, c'est une exposition plutôt organisée par des résidents. Donc le résident devient commissaire d'une exposition. Et en mai-juin, c'est une exposition monographique. Et là, pour le coup, donc je disais exposition monographique rétrospective et prospective, puisqu'en fait, on va présenter l'ensemble du travail de l'artiste. Donc on revient depuis ses premières œuvres aux dernières, donc quasiment toutes les heures. Après, il y en a qui sont très productifs. Voilà, il y en a qui sont hyper productifs, il y en a qui disent ouais mais cette œuvre-là, je l'assume pas trop, donc on va pas tout mettre non plus. Mais quasiment, on essaie de présenter toutes les œuvres et de présenter le travail en cours, les œuvres qui sont en cours de réalisation. Donc quelquefois, là par exemple pour Judith, il y a une œuvre où on dialogue avec Judith Deschamps par ordinateur, donc il y a une projection avec... on écrit un texte, on dialogue avec elle. Ça, c'est une œuvre qui est en cours de création, par exemple. Mais ça permet en fait à tout public de connaître le parcours d'un artiste, de connaître
interrogations, là où cette personne va. Et disons que ce n'est pas anodin de faire ça, parce qu'en général, faire une toute première exposition monographique pour un artiste est un point d'arrivée, et on peut presque trouver un petit peu excessif de la faire trop tôt. Ça peut interpeller des réactions négatives, le fait de faire une exposition personnelle monographique à 30 ans ou à 32 ans. Alors là, ça rejoint aussi. Alors moi, il y a une question des publics, parce que pour le coup, je suis pas de concession sur l'exigence, mais en même temps, enfin l'exigence si je peux me permettre, mais et en même temps, effectivement, ça reste tout à fait des expositions complètement compréhensibles, abordables, mais par tous, et ça répond aussi à l'accompagnement, c'est-à-dire qu'après je vais aussi vigilante sur l'accompagnement que j'offre à l'artiste. Par exemple, ces artistes-là, ou qui ont une exposition monographique, ça permet de soutenir leur travail. Le but à chaque fois, donc par exemple pour Hélène Saint-Aignan, moi mon but c'était vraiment qu'elle ait des articles de presse. On a eu Les Inrocks, un article, on a eu Art Press, on a eu des articles. Grégory Bucher, le but c'était vraiment là pour le coup de trouver plutôt des collectionneurs, d'engager un travail avec une galerie qui commençait à exister. Judith, là c'est vraiment marquer le coup, puisqu'en fait elle part au Royal College à Londres sur 2 ans, un master de 2 ans, et le but c'était avant qu'elle parte de présenter son travail comme un moment d'arrêt dans sa petite carrière, un moment d'arrêt rétrospectif un petit peu sur tout ce qu'elle a fait avant de passer à autre chose, parce qu'elle est née de en 86, partir. c'est ça? Pardon. Elle est née en 86. Elle est née en 86. Ouais, c'est ça, donc elle est très jeune. Ouais. C'est vraiment... Donc là, elle part après au Royal College, et c'est un moyen aussi d'avoir un peu de presse, pour ensuite trouver une galerie, trouver voilà. Enfin, donc j'essaye moi, c'est aussi ces expositions monographiques des supports pour continuer à développer l'accompagnement. Voilà, donc à la fois c'est pour les publics abordables et à la fois pour les artistes un moyen de les soutenir. D'accord. Ouais, je sais pas après. Ouais, il y avait quelque chose de plus sur ce que tu fais, mais après c'est-à-dire c'est plutôt le fait que comme beaucoup d'opérateurs du secteur de la culture, inévitablement tu fais 10 400 choses. C'est-à-dire que d'une part tu es commissaire d'exposition, tu gères un lieu d'art, tu gères des résidences, donc tu es lourdement impliqué aussi sur l'administration, donc inévitablement ça dégage un profil des nouveaux professionnels de l'art comme des touche-à-tout qui doivent avoir des multiples compétences et qui à la fois organisent des expositions, écrivent des textes, font des factures, rédigent des contrats. Donc il y a un peu cette idée c'est aussi le lieu ici par rapport à ce séminaire pour montrer quelle est la réalité du travail de quelqu'un qui est actif dans ces secteurs-là. Donc tu as commencé par un parcours d'historienne de l'art, un peu plus classique. Ouais, moi j'ai commencé par art plastique. Ah, moi j'ai fait une licence d'art plastique, et puis je me suis rendu compte en présentant mes boulots en licence que il fallait que j'arrête. Il fallait que j'ai pas la forme plastique ne me sied pas. Je suis pas assez désinhibée, je sais pas, il y a un truc. Je n'arrive pas à échanger par des formes plastiques. J'arrive à échanger par d'autres moyens, pas par la forme plastique. Donc je m'en suis vite rendu compte, et en même temps, mais je le savais, mais j'ai pris histoire de l'art, j'ai pris art plastique puisqu'en fait je voulais biaiser un peu les études d'histoire de l'art, puisque moi je voulais surtout pas faire archéologie médiévale, etc., qui sont des études très passionnantes, mais qui m'intéressaient pas dans mon parcours professionnel, parce que je l'avais en tête un petit peu. Du coup je me dis ça va pas le faire, je vois pas qu'est-ce que je peux faire de ça. Ce qui va plutôt m'intéresser moi, c'est savoir comment on produit. C'est-à-dire savoir comment un artiste produit, de quoi il a besoin. Voilà, donc ça m'a un petit peu aussi... j'ai mis les mains dedans, quoi. Mais je me suis vite arrêtée, du coup. Je me suis dit, effectivement, c'est pas mon truc. Donc après, j'ai continué sur des études en histoire de l'art. Donc en art plastique, j'avais pris option lourde d'histoire de l'art, donc ce qui me permettait aussi quand même d'avoir des cours en archéo, en médiéval, en moderne, mais plus allégé, et en esthétique, mais plus allégé. Et de pouvoir du coup me consacrer un peu de temps à la pratique artistique. Donc après j'ai continué sur des études d'histoire de l'art, là voilà, pour faire un master pro métier de l'exposition à Rennes 2,
Rennes 2, ça m'intéressait puisqu'il y avait un projet, il y a toujours un projet d'édition, un catalogue assez important, une monographie à faire, et donc ça m'intéressait beaucoup de travailler sur l'édition. Moi, je ne voulais pas avoir à trouver un lieu d'exposition et ces trucs-là, donc il y a le lieu d'exposition, il y a un lieu d'expo à la fac à Rennes. Super, moi j'ai travaillé pendant 2 ans, je le connaissais bien, donc moi c'est parfait pour moi. Et le but au Master Pro de Rennes 2, c'est de faire une monographie d'un artiste quand même assez reconnu à l'international, donc de connaître à fond son travail, de vraiment le penser, le conceptualiser, l'interroger de manière esthétique, voilà, jusqu'à l'exposer, et puis en réaliser de cet échange-là, avec un travail artistique, une édition. Donc ça, pour moi, c'était c'était passionnant. Donc j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait plein de stages et de bénévolat. Voilà. Je suis partie à la Biennale d'Istanbul en tant qu'assistante d'artiste. Mais la Biennale d'Istanbul, pour moi, c'était un prétexte, puisqu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le commissaire de la Biennale. Donc je suis partie un peu dans les bagages des artistes pour suivre le commissaire de la Biennale qui s'appelle Ouanrou. Ouanrou, c'est un commissaire d'exposition chinois qui est directeur du Maxi en ce moment à Rome. Et quelqu'un, c'est une personne que j'admire. Il n'y en a pas beaucoup, mais alors lui, il est merveilleux, cet homme-là. Et c'est un monstre de commissaire. Pour moi, il est impressionnant de capacité de travail et de réflexion et d'écoute des artistes, et voilà. Donc je suis très 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 admirative, et j'ai pas mal travaillé sur son boulot. Donc je suis partie assistante d'artiste à Istanbul, mais pour suivre Ouanrou. Après j'ai fait 2 missions à Pompidou, et puisque j'ai fait mon mémoire sur l'art contemporain chinois en très gros, c'était un petit mémoire, mais voilà, et donc il était question à l'époque de faire un centre Pompidou à Shanghai, donc je me suis un peu intégrée dans le truc, j'ai voulu voir un petit peu comment ça se passait, j'ai vu le projet Ça a foiré, non? Ça a foiré complètement, donc j'étais là au moment où ça foirait, donc c'était passionnant. Et c'est des échanges politiques qui l'ont pas fait. Il y a eu une passation, déjà un changement de président de la République, et du coup de changement de président du centre Pompidou, etc. Et voilà, les Chinois sont des gens qui peuvent être susceptibles. Il y a eu de malencontreux échanges qui ont fait que le projet a capoté. C'est vraiment c'est en termes plutôt d'accord, de diplomatie, ce genre de choses, que ça a été très compliqué. Et donc c'était passionnant. Après, j'ai travaillé du coup. J'ai fait une autre mission. C'était intéressant aussi. Pour démolir le projet. Non, je suis partie, j'ai assisté Christine, assister c'est un grand mot, mais j'ai travaillé un petit peu avec Christine Vanage qui était conservateur des nouveaux médias, donc plutôt la partie art contemporain du centre Pompidou, sur des projets d'exposition à venir, des grandes thématiques. Parallèlement, j'ai travaillé 2 ans à la Galerie Art Essai. Ensuite, je suis allée à Pont-Aven. Là, j'ai développé un service des publics dans un musée des Beaux-Arts. Et donc à mi-temps, responsable des résidences de la ville, où il fallait redynamiser le lieu, trouver les budgets, repenser le lieu, qu'est-ce que c'est qu'une résidence, etc. Après, donc j'ai travaillé un petit peu avec le label Hypothèse, qui est un chouette collectif curatorial, qui est un peu en pause, puisque voilà, on a des enfants maintenant et du boulot, et voilà, donc ça vient, ça repart, mais en tout cas il est là. Et le label Hypothèse, donc c'est un collectif où on est anonyme. La plupart des gens, en fait, on ne sait pas qui on est, on l'affiche pas. On intervient en tant que... Ça m'intéressait, de ne pas être commissaire, de mettre mon nom. C'est pas... Le but était du label de mutualiser en fait les compétences des uns. Donc il y a un régisseur, quelqu'un qui travaille en galerie, quelqu'un qui travaille en résidence d'artistes, des profs, et qu'ensemble on conçoit des expositions, et que tous les différents métiers d'exposition soient à l'origine et à la conception du commissariat, et de manière anonyme.
Donc quand j'étais à Pont-Aven, j'ai commencé à travailler avec le label Hypothèse. Et puis ensuite, j'ai assuré des commissariats indépendants et ensuite main d'œuvre. Où là, maintenant, du coup, je suis donc présidente d'Art en résidence. Mais c'est pas on s'en fout, présidence. Et voilà, je suis membre du bureau d'Art en résidence. Je travaille pas mal avec CEA, commissaire d'exposition associé, qui est la Fédération des commissaires d'expo de France, et le CIPAC, parce que je suis au conseil d'administration du CIPAC. Voilà. D'accord. Du coup, voilà un petit peu mon parcours. Et ça a été intentionnel de ma part de faire un plastique. Enfin, voilà, mais j'ai fait un peu le serpent, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Non. Écoute, merci d'être venu. Voilà. Là, il y avait quelques photos et après, il y avait la fin. Voilà. Merci beaucoup. De rien, je ne sais pas si vous avez des questions. On a 10 minutes. Je pense que on les a posées. Merci. Merci. De rien. Bon, c'est fini.